Tout ça fait sens au sens de la société, de Mhm. l'organisation de société. Comme il nous reste peu de temps, je vais vous Mhm. proposer des réponses courtes Je vais aux essayer. trois dernières choses. Je sais que, et vu les questions, Ouais. ça va pas être simple. On va faire des choix. Cet intitulé Changer le monde, changeons Mhm. le monde. Cet intitulé qui est aujourd'hui ancré dans tous les think tanks, ces approches alternatives multiples que les générations Y Mhm. qui questionnent leur envie, leur rapport au travail, leur rapport à la ressource, leur rapport changer le monde. Vas-y, commence et puis je te suis. Comme on disait à une époque, c'est un peu la résilience, c'est comment organiser cette mutation collective de l'organisation sociétale. Je sais pas, mais vous prenez une communauté de pêcheurs, il y a enfin une communauté plutôt de gens qui vivent sur la côte, il y en a un qui un jour a pris un bâton qu'il a taillé et qu'il a harponné un poisson. Et une fois qu'il a harponné un poisson, il y a tous les autres qui par mimétisme, conformisme, je dirais, ça se trouve aussi dans le règne animal, hein, ce genre de choses. Quand il y a je sais plus, je crois que c'est des mésanges qui passaient les capsules de lait de bouteilles qu'on livre en Angleterre le matin. Et tout un scandale, parce que d'un seul coup, on a commencé les gens arrivaient le matin, ils prenaient leur lait, les capsules étaient passées, la crème était partie. Et ils se disaient, c'est encore des gamins qui qui volent ça. Non, c'était un oiseau qui avait appris à percer la capsule, et une fois que les oiseaux ont vu, c'était fini. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours une innovation qui est le fruit un peu d'un hasard et puis d'un individu un peu plus alerte et qui diffuse en tant qu'innovation. Donc, pour moi, cet aspect-là des choses ne me pose pas un problème. Là où ça me pose un problème, c'est quand la société invente des manières de freiner cette innovation parce que ça n'arrange pas les sociétés dominantes, hein, donc celles qui organisent la répartition de l'argent et de celles qui disposent de plus de pouvoir. Alors ça fait totalement le lien avec la deuxième question. Alors, depuis 2, 3 ans, ces questions entre les anciens modèles et les nouveaux modèles et leur choc, choc organisationnel, générationnel, etc. Alors, je ne vais pas vous les citer, mais on connaît le principe des taxis versus les nouveaux, voilà, la question des apprentissages ou de l'apprenance avec le numérique qui arrive, etc. On voit bien qu'en fin de compte, il y a des freins qui sont d'ordre capitalistique, qui font que les anciens modèles n'ont pas eu à accepter la notion de finitude du modèle organisationnel et économique d'une activité. Oui, mais vous comprenez pas, tout ça, c'est beaucoup d'emplois. C'est beaucoup d'emplois. Voilà ce qui peut être parfois opposé lorsqu'une concurrence nouvelle à un secteur économique arrive aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a des espèces de freins ou de lobbies opposés entre ces démarches alternatives. Non, il y a des fois où effectivement il faut accepter qu'un certain type d'emplois vont être détruits et qui vont être remplacés par autre chose. Je dis là, ça, on l'a connu dans l'histoire et ça arrivera encore. Sur le sujet des taxis, c'est quand même extrêmement compliqué et c'est un problème de mauvaise gestion au départ. Et on ne peut pas ne pas comprendre qu'un chauffeur de taxi qui a payé une licence extrêmement chère s'élève contre celui qui n'a pas, qui tape dans la même clientèle, mais qui n'a pas ses obligations. Donc après, c'est encore une fois une façon de raisonner un peu le monde, de comment, avec quelles règles on le fait fonctionner. Et une des réflexions que l'on mène dans le labo, c'est qu'est-ce que c'est qu'une politique adaptative? On a oublié que la souplesse, elle se gère au jour le jour, au fil de l'eau. Et la souplesse, ça se gère parce que quand vous êtes navigateur, vous n'attendez pas de dériver, je dirais, au bout de 2 ou 3 jours pour refaire votre position. Vous avez tracé une trajectoire et puis vous testez que vous êtes sur la trajectoire. Vous surveillez votre GPS maintenant parce que on ne fait plus ça avec le sextant. Mais vous regardez que vous êtes sur votre trajectoire et que si vous déviez, eh ben vous la corrigez. Et donc vous n'attendez pas de vous trouver dans les choux pour après retrouver votre chemin et revenir en arrière.
Et donc le politique n'a jamais adopté, comme je vous dis, le politique vit depuis le 19e siècle dans une logique d'Auguste Comte, comme quoi on arrivera à gérer le monde de manière constante. On va le garder comme on l'aime. Non, ce n'est pas possible. Et de ce point de vue-là, encore une fois, il nous faut revoir nos schémas, revoir la manière de laquelle on organise notre activité. Et en France, il peut y avoir beaucoup de boulot parce que les politiques sont des spécialistes de création de niches. Et les niches créent des tas d'obligations comme ça, extrêmement compliquées, de groupes de pression, et donc forcément introduisent de la rigidité et des contraintes dans le système. Ça ne veut pas dire que je veux détruire journée après le chauffeur de taxi. Pour finir, en lien avec ces 4 mots, je vais questionner l'enseignant. Dans cette mutation de l'apprenant aujourd'hui. Au cœur de notre ligne éditoriale, on ne peut pas imaginer n'importe quel sujet ne pas le passer au prisme de la complexité, aux frontières de l'économie, aux frontières de la santé, du social, de l'environnement, et bien évidemment des émotions et de la culture. Et ce, dès le plus jeune âge, à travers donc cette dernière question, former au monde de demain, passer de cette lecture disciplinaire à cette lecture d'apprenance, comme dirait Carré, de la complexité. Oui, mais comment ? Je ne prétendrai pas avoir une solution toute faite, mais je vais faire un certain nombre de constats. Le constat, c'est que tous les enseignants qui sont sur ces champs un peu complexes se sont forcément posé la question de comment introduire dans un diplôme qui émarge, je dirais, dans les disciplines sciences sociales ou sciences de la santé, comment introduire des notions d'épistémologie. Est-ce que on peut vraiment complètement proscrire des ouvertures vers les mondes parallèles, enfin les mondes adjacents plutôt, je dirais. Est-ce que par exemple la psychologie environnementale, qui est peu connue, n'a pas le droit de citer dans un diplôme de santé environnementale? Il y a déjà la sociologie environnementale. La psychologie environnementale, c'est aussi une question de rencontre. C'est une question de rencontre. On construit avec des gens, et parce qu'on a les mêmes points de vue ou des points de vue complémentaires, et donc il faut laisser aussi le temps. Il y a une seule chose qui pour moi est extrêmement importante et qui forme pour moi vraiment la ligne de séparation entre un enseignant, je dirais, au service d'un système et un enseignant au service de l'apprenance, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Un enseignant au service d'un système, c'est comme un maître d'apprentissage. Donc on apprend aux gens à baisser un levier, et à encapsuler des bouteilles, etc. Et donc ils vont devenir encapsuleurs. Enfin, je caricature un peu à l'extrême. Dans la formation universitaire, on essaye de leur fournir des aptitudes pour affronter les vicissitudes de la vie, les difficultés qu'ils vont rencontrer après. Et même peut-être qu'ils participent au changement, donc à l'amélioration du monde, à sa transformation vers un avenir meilleur. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça nous oblige à passer du temps à parler aussi de valeurs et ne pas parler simplement de connaissances. Parler de valeurs, équité, c'est une valeur. Et l'équité ne se mesure pas. On peut l'étudier, mais elle ne se mesure pas parce que ce n'est pas un étalon absolu. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que intuitivement, il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup de collègues qui sont sur cet état d'esprit, ils ne sont pas majoritaires. Et quand on a l'État qui, lui, a une vision de l'établissement d'enseignement supérieur qui peut transparaître au travers du projet Paris-Saclay, c'est-à-dire que la juxtaposition de toutes les institutions prestigieuses va générer un Silicon Valley à la française,
ben là on retourne dans le déterminisme du 19e siècle. Et donc le manque de compréhension de la complexité, des propriétés émergentes, des phénomènes inattendus parce que effet de seuil, etc. Et de ce point de vue-là, imprévisible. Mais la partie valeur, ne serait-ce que par le sujet des émotions, comme je vous ai dit tout à l'heure, le respect, l'empathie, c'est des choses qui sont importantes. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je constate que dans le référentiel des compétences pour les formateurs au développement durable, formateurs, enseignants donc, il y a la transformation et la conduite du changement. Donc c'est des champs que l'UNES, donc Organisation internationale, a identifiés comme des compétences centrales du développement durable. Ben, je ne sais pas combien de mes collègues économistes qui enseignent le développement en prenant un peu soin de l'environnement, combien ont vu qu'il y a nécessité de conduire le changement vers un monde plus soutenable. Donc voilà, mais c'est, je dirais modestement, qu'on bricole. Alors, pas plus. Dernier message bricolé, oui. Cette fois 1 minute, oui. Puisque c'est cette lecture du plaidoyer dont on peut aussi souvent parler en santé et dans le champ de l'environnement. On se trouve symboliquement dans un lieu de gouvernance, un ministère en France en charge des politiques jeunesse. Je vous laisserai en 1 minute, au vu de ces nombreuses conjugaisons des mots santé, environnement, pouvoir agir, peut-être envie d'agir, comme le disait un dispositif jeunesse il y a quelques années, et enfin société ou effectivement capacité à construire une mutation des sociétés. Quel message à la jeunesse? Je donnerai le même message à la jeunesse que celui que je donne aux interlocuteurs que j'ai en Afrique. Et je prendrai cet exemple, je reviendrai à la jeunesse, mais je vais essayer de le faire court. Quand les gens, quand ils me voient arriver, ils me disent « Mais qu'est-ce que vous nous apportez ?» Je dis « Je ne vous apporte rien, je suis venu discuter avec vous de problèmes que vous rencontrez, et puis dans la discussion, on pourra aborder éventuellement les solutions. Mais les solutions, c'est vous qui allez les trouver, pas moi. Parce que les solutions doivent respecter votre façon de voir les contraintes, vos valeurs, vos traditions, votre organisation sociale, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus être porteur sur nos expériences passées d'une vision du monde. Et le monde change à toute allure, et s'il y avait des prévisionnistes au début des années 90 qui n'avaient pas tenu compte d'Internet, ils n'auraient jamais pu prévoir la situation d'aujourd'hui. Donc à la jeunesse, il faut lui donner les moyens de s'affranchir et de faire finalement, de pouvoir créer quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas celui que nous avons détruit ou déconstruit dans les générations passées. Mais il y a une chose, il y a des choses qui sont importantes et qu'il faut définir dès la maternelle, dès la crèche, je dirais presque. C'est le savoir-vivre ensemble. Le savoir-vivre ensemble, il a été réinventé récemment dans les programmes politiques. Donc dans les élections récentes, j'ai vu que dans tous les programmes, il y avait le vivre ensemble qui fleurissait comme slogan. Mais en quoi est-ce que l'école, je dirais, se concentre sur ce message-là? Je prendrai un seul exemple. La France valorise son élite sortie des concours. Les concours, c'est l'individualisme poussé à l'outrance. Et moi, je trouve que c'est vraiment symboliquement, je dirais aujourd'hui, c'est un mauvais choix. Le message de la jeunesse, encore une fois, c'est qu'elle se prenne en main et qu'elle n'attende pas de nous. J'ai un ancien que j'ai rencontré en Afrique qui avait cette phrase très belle. Il dit « Moi, je suis illettré. C'est eux qui font, c'est les jeunes qui font. Mais moi, je suis devant. Je leur dis ce que je pense.
mais je suis surtout derrière pour les aider quand ils ont besoin. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que la jeunesse puisse se prendre en charge, et on va retrouver le pouvoir à agir, l'empowerment, et ainsi de suite. Donc il y a cet empowerment, mais dans une refonte de nos valeurs collectives, et de savoir vivre ensemble, de retrouver le fait que nous sommes une espèce coopérative, de par notre biologie, et que de ce point de vue-là, on a une certaine interdépendance. Merci pour ce résumé aux frontières de la santé, de l'environnement et de l'altérité. Je finirai donc, moi, par une phrase que je dis parfois, que m'avait dit Jacquard: la qualité de vie, donc aux frontières de la santé et de l'environnement, n'existe que par la qualité des rencontres. Je n'ai rien à ajouter là. Merci beaucoup. Merci à vous.